Bonjour à tous. Ah, ça fait bizarre. Ah ok, non, c'est l'autre que j'entends. Je me disais, c'est bizarre, j'ai de l'écho dans le, dans le micro. Donc bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Herman, je suis chez HashiCorp et aujourd'hui on va parler un peu de justement comment apporter de l'automatisation et quelle est l'importance de l'automatisation dans les environnements VMware. Parce qu'on verra que quand même il y en a beaucoup encore qui existent aujourd'hui et c'est normal et il y en aura toujours. Alors, mais pour commencer, on va déjà commencer un peu pour savoir qui est HashiCorp, parce que la plupart de nos solutions, dont Terraform, dont je vais parler aujourd'hui, sont très connues, mais très peu de gens connaissent, alors certainement jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a une grande annonce qui va arriver dans pas très longtemps, euh, ne connaissent peu en fait HashiCorp. Donc pour le coup, qui on est en fait, on est une entreprise donc, qui fait de l'open core. Donc toutes nos solutions sont basées sur des solutions open source qui sont communautaires, d'accord. Donc toutes celles qu'on peut voir ici, mais je reviendrai un peu en détail là-dessus après. Et donc, ce qui est important par rapport à ça, c'est qu'HashiCorp, derrière, vient on top rajouter de l'IP propriétaire, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on est en modèle open core, pour ajouter des fonctionnalités d'entreprise aux différentes solutions qui sont gérées par HashiCorp. Donc quel est notre mantra en fait là-dessus? On s'est positionné sur 4 piliers. Et les 4 piliers principaux que l'on a, c'est organiser des workflows de provisioning, de sécurisation des environnements. Donc on verra très rapidement en fait quand je parlerai de Vault sur la gestion des secrets. Sur tout ce qui est la communication entre les différents services et comment automatiser ces process, ça, on en reviendra un peu dans la presse. Et enfin, le dernier, un peu moins connu, sur tout ce qui est exécution des workloads. Donc l'intérêt de pouvoir en fait orchestrer aussi bien des machines virtuelles, des containers également des binaires classiques style Java ou .NET. Donc ce qui est important là-dedans, en fait, on est très connu depuis un moment, notamment sur ces deux solutions qui sont ici, Packer et Vagrant, qui sont des solutions open source qui datent de à peu près de quand HashiCorp a été créé, donc ce qui revient à peu près en 2012, donc ça va bientôt faire 10 ans. Packer qui est l'outil privilégié, même dans les clouds, pour construire en fait des images, des golden images, d'accord. C'est ce qu'on va retrouver dans la Factory Image Builder d'Azure, c'est ce qu'on retrouve à peu près d'ailleurs dans les autres aussi, et c'est ce que beaucoup de clients utilisent notamment pour la gestion des golden images dans les environnements VMware. Vagrant qui est plus orienté dev, environnement de dev, automatisation des environnements de dev, sur ça, donc qui existe aussi depuis très longtemps. Ça a été d'ailleurs un des premiers projets de Michel Hashimoto. Ensuite, sur la partie infrastructure, et c'est le sujet du jour, c'est la partie Terraform, donc qui est devenue entre guillemets un standard de l'infrastructure as code, qui est réutilisé même par d'autres dans d'autres outils, mais qui en tout cas qui est là et qui amène en fait son lot de plugins et de providers pour s'intégrer dans tous les écosystèmes. Sur la partie sécurité, on est plutôt en fait positionné sur la gestion de secrets, la centralisation en fait de ces secrets, la centralisation de la gestion dynamique de secrets et également sur les données sensibles que l'on souhaite chiffrer à travers justement cet outil qui est Vault et qui permet de le faire, et gestion de clés, donc on pourrait voir ça comme un KMS, mais il va un peu plus loin parce qu'il offre aussi les API de chiffrement, déchiffrement. Bandari, qui est un des petits nouveaux, qui n'est pas très connu encore, mais qui a commencé à faire son chemin, notamment grâce au Covid, qui a été annoncé l'année dernière, qui est un outil en fait, qui va aider aux humains à se connecter sur des machines. Donc pour ça, en fait, on va avoir une intégration avec Vault pour tout ce qui est gestion des secrets, mais on va remplacer un peu le VPN classique et on va utiliser en fait ce Bandari qui va lui-même être proposé sur Internet et va fonctionner avec des workers en interne pour monter des sessions de point à point entre l'utilisateur et les machines auxquelles il a accès, avec gestion de sessions centralisée et ainsi de suite. Enfin, donc sur la partie networking, Consul, comme je disais, j'ai un petit slide là-dessus vu que justement le sujet c'est un peu le réseau, on reviendra sur ce point-là. Consul qui est lui plutôt un outil de gestion de service discovery, donc par le passé, qui a été fait comme ça, et donc qui va permettre en fait de créer un catalogue de services dans le sens applicatif, d'accord, qui va recenser, qui va s'assurer aussi également de l'état de santé des différents services sur lesquels il opère, et qui va permettre en fait de simplifier la communication et la découverte entre les services, d'accord. Voyez ça un peu comme un équivalent de TCD, qui aujourd'hui en fait a rajouté depuis un petit moment maintenant toute la dimension service mesh et la dimension aussi automatisation du réseau avec justement une intégration qu'on a entre Consul et Terraform
Consul pour la découverte automatisée et Terraform pour aller reconfigurer dynamiquement les différents services. Enfin, Nomad et Waypoint, très rapidement dessus. Nomad qui est l'orchestrateur, qui est utilisé notamment, ça je peux en parler parce que c'est public chez Roblox, toute l'infrastructure Roblox tourne sur Nomad. Et donc, à chaque fois que vous démarrez un jeu, que vos enfants plutôt démarrent un jeu, c'est un container Nomad, c'est un workload qui est géré par Nomad. Nomad a la particularité en fait d'être aussi bien VM, container comme je disais, que aussi binaire et qui fonctionne sous Windows, parce que c'est le cas de Roblox, parce que tout est sous Windows, et qui fonctionne aussi dans les environnements Linux. Enfin, Waypoint qui est plus une automatisation du CD qui vient être la glue entre le CI et toutes les infrastructures de déploiement derrière pour pas que le développeur s'enquiquine à savoir comment il parle en YAML sur Kubernetes, comment il parle en Nomad ou en Lambda ou ainsi de suite, et lui vient faire cette couche d'abstraction. Maintenant, pourquoi l'automatisation est importante? Et c'est un des sujets en fait, sur lequel je voulais échanger avec vous aujourd'hui. C'est qu'en fait, à partir du moment où on souhaite déployer quelque chose, jusqu'à l'arrivée réelle du service, il y a différentes étapes. Certaines sont déjà rapides depuis un certain temps, notamment sur tout ce qui est au niveau du serveur admin, puisque déployer une VM aujourd'hui, on arrive à faire ça de manière très rapide. Maintenant, la problématique qu'on a, c'est plutôt entre les admins, network et la sécurité. La sécurité, parce qu'on verra après, je ne vais pas le dire tout de suite, mais parce qu'ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de s'intégrer, et souvent ils arrivent soit les derniers, soit ils arrivent même après la bataille, et donc ils reviennent pour imposer des changements. Et sur la partie network, on a la problématique de devoir gérer en fait plein d'équipements différents. Donc là, certes, on va parler des NSXT aujourd'hui sur l'automatisation justement de cette partie-là, mais malgré tout, j'ai toujours du F5 à gérer, j'ai toujours des Palo Alto à gérer parce que j'ai quand même des besoins périmétriques au-delà de ce que sait faire un NSXT. Donc, j'ai besoin de gérer l'ensemble de ces services. Et la problématique, en fait, là-dedans, c'est qu'on a énormément d'étapes, très peu sont automatisées, et quand on les automatise, souvent, chacune est automatisée avec sa propre API. Donc, on a en fait cette complexité à avoir. Donc, ce que l'on retrouve ici au niveau des admins réseau, c'est principalement en fait du scripting. Alors ça marche toujours, parce que du bash on en fait depuis des millénaires, on va dire, depuis l'histoire de l'informatique, mais c'est pas ce qui est le mieux et c'est pas surtout ce qui est répétable et ainsi de suite qu'on peut réutiliser après. De plus, tout le monde a des attentes différentes. Le développeur, il a la pression des métiers parce qu'il doit délivrer vite fait des nouvelles features. Mais à chaque fois qu'il essaye en fait de demander une nouvelle machine ou un nouvel environnement pour déployer et tester son applicatif, la plupart du temps en fait il l'a pas. En tout cas, ça prend un temps spécifique, un temps particulier, pourrais-je dire plutôt. Donc on passe souvent par je ouvre un ticket sur ServiceNow, je demande à l'équipe, d'ailleurs qui va passer à l'équipe serveur. L'équipe serveur fait ses petites manips, ce qu'on va retrouver ici, qui passe ensuite maintenant le ticket à l'équipe réseau, qui fait ses petites manips, et souvent en général, soit on se fait retoquer, soit en tout cas on avait passé par un câble en amont au niveau de la sécurité pour savoir si on avait réellement le droit de faire le change, et donc tout ça en fait c'est long. Et donc ce qui fait que on le voit pas parce que c'était celui du slide d'avant, mais le time to value est plus long, et donc c'est pas ce que l'on souhaite, surtout de nos jours. Donc comment faire en sorte en fait que tout le monde soit satisfait à peu près sur les demandes qu'ils ont? Déjà le dev lui ce qu'il veut c'est dire ok moi l'infra c'est pas mon truc, par contre je vais être en mesure de pouvoir, je sais pas, as code ou en tout cas sur un clic bouton, pouvoir déployer l'infrastructure dont j'ai besoin et qu'elle soit automatiquement accessible et que je puisse la consommer tout de suite. D'accord ? C'est ce qu'on appelait il y a très longtemps le Shadow IT dans le cloud. Ça s'appelle toujours pareil, mais il y en a de moins en moins. Enfin, officiellement, peut-être. Donc ça, c'est ça ce dont ont besoin les développeurs. La partie VMware, lui, ses attentes, en fait, il aimerait bien faire autre chose que créer des VM, parce que c'est sympa, mais bon, c'est pas super intéressant. Donc, il aimerait bien automatiser cette partie-là, parce qu'il a d'autres choses à gérer. Il aimerait bien ajouter des nouvelles fonctions à son infrastructure, regarder ce qui se fait, pour justement prendre un peu plus de temps et faire de la veille techno, et faire en sorte, en fait, que tout ce day-to-day operation soit automatisé et qu'ensuite ce soit consommé par d'autres personnes. Il en va de même, en fait, pour la partie network, où eux, à la différence justement d'un monde VMware où on gère, c'est un écosystème VMware, mais on reste quand même dans l'écosystème VMware. Dans la partie NetOps, on a, comme je disais, toute cette complexité, un coup des switches Cisco, un coup des switches Arista, un coup des switches machin, un coup des firewalls bidule, et tout ça c'est compliqué à gérer, donc c'est pareil, des API différentes,
voire pas d'API du tout, pour la plupart, quand on est dans des switches. Donc en fait, ils veulent la contrainte qu'ils ont et les souhaits qu'ils ont, c'est déjà ne plus être en bout de chaîne et ne pas être avec l'étiquette. On n'est pas agile, on ne sait pas être agile, on n'est pas automatisé, tout ça. Parce que c'est vrai qu'en fait, on a encore malgré tout cette étiquette qui colle un peu aux équipes réseau, le fait que toute la VM, ok, mais jusqu'au dernier point, en fait, c'est là où on a un peu de soucis. Enfin, le dernier, sur la partie sécurité, eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout être pas vus comme les empêcheurs de tourner en rond, donc c'est-à-dire faire en sorte que la sécurité soit intégrée dans le process depuis le début, donc depuis le dev. Ce qu'on appelle communément buzzword shift left, mais je trouve ça naze. Mais bref, c'est juste de dire, ok, la sécurité doit être partie prenante dès le départ. Et comment on fait ça? On fait ça en l'automatisant et en faisant en sorte que la sécurité soit le moins visible possible, mais qu'il puisse contrôler au maximum ce qui va être déployé. D'accord? Et donc c'est ça l'intérêt aussi pour les SecOps, c'est de pouvoir faire en sorte que l'ensemble de ces règles de gouvernance et de conformité soient partie prenante d'un workflow et que du coup, plutôt que d'être le câble avec le fichier Excel et de cocher des cases pour savoir si tout est OK, que ces contrôles se fassent de manière totalement automatisée et qu'il y ait un peu de reporting aussi dessus tant qu'à faire. Le problème, c'est qu'on n'y est pas. Je le vois en fait chez la plupart des clients, on est souvent à une des étapes, donc comme je disais principalement la partie VM, voire la partie cloud, c'est souvent partent en fait sur déjà de l'automatisation, mais le reste, on reste encore sur beaucoup d'actions manuelles qui nécessitent des process un peu particuliers. Donc c'est là que l'infrastructure as code vient à la rescousse, c'est le fait qu'on va pouvoir, à travers l'infrastructure as code, faire pas mal de choses et notamment automatiser une grande partie, si ce n'est toutes les parties, des actions humaines et de faire en sorte que celles-ci soient répétables, auto-documentées, parce que justement, c'est l'intérêt de l'infra as code, c'est d'avoir en fait des choses que l'on n'a pas, c'est-à-dire une documentation à jour. Parce que ça, la documentation, on la crée au moment où on déploie, 2 semaines après, elle est déjà plus valable. Parce que personne ne la met à jour, parce que faire de la doc, c'est pas super intéressant. Et donc, c'est ça en fait, on va permettre de fixer justement l'ensemble de ces problématiques à travers l'infrastructure as code. Qu'est-ce que c'est très rapidement? L'infrastructure as code, en fait, c'est pour une fois des devs font quelque chose de bien, pour ceux qui font de l'infra, c'est-à-dire ils ont des bonnes pratiques qui peuvent être intéressantes de transposer justement dans l'infrastructure. Et ces bonnes pratiques, c'est j'utilise déjà un repo de code, donc c'est déjà le premier point. Donc on a une source de vérité et elle est dans le repo, d'accord? Sauf si on fait du out of band, mais ça c'est mal, je vous le dis tout de suite. Donc on met ça dans ces repos. Et donc vu que c'est dans un repo, tiens, ça peut être vu par d'autres personnes. Donc on va pouvoir faire du peer programming, du peer review de l'infrastructure, de comment elle est gérée, comment elle est construite. Et aussi, et surtout, c'est un des points importants, c'est qu'on va utiliser un langage commun qui parle à tout le monde. Surtout qui parle à nous, humains. Parce que nous, on ne parle pas de JSON, on ne parle pas Python couramment. Ce n'est pas la langue qu'on utilise quand on interagit avec les gens. Par contre, avoir quelque chose qui décrit en fait l'état souhaité de l'infrastructure et des ressources, là, c'est compréhensible de tous. Et donc, ce qui permet, quand on intègre de nouvelles personnes, de pouvoir justement faire en sorte que, c'est pour ça que je disais qu'avec une doc auto-portée, c'est on relie en fait les fichiers de configuration que l'on a dans son repository et donc on est en mesure de savoir comment, à peu de choses près, quand on variabilise pas trop, comment les infrastructures sont déployées. Surtout aussi, un des points qui est très intéressant, c'est de réduire les erreurs humaines. C'est quand on clique, on pense toujours qu'on le fait dans le bon ordre, qu'on le fait bien, que tout va bien, et puis une semaine plus tard, on a un pain, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est parce que soit on a oublié de cocher une case, soit on l'a mal coché parce qu'on n'aurait pas dû le cocher, et ainsi de suite. Et donc, il faut aller faire un peu de forensique, j'ai du mal à parler français de nos jours, un peu de recherche pour voir en fait qu'est-ce qui s'est passé. Donc tout ça, c'est une question de temps aussi. Le fait qu'on perd du temps à faire ça. Et surtout, un humain va installer la même chose de 20 manières différentes. Même s'il l'a fait à chaque fois, il n'est pas idempotent l'humain, nous en l'occurrence, parce que moi pareil, quand je prends un trajet pour aller d'un point A à un point B, un coup je passe à gauche, un coup je passe à droite, j'arrive toujours à mon point B, mais je prends toujours des chemins différents. Et donc quels sont les bénéfices de cette infra as code? C'est, comme je disais déjà, collaborer ensemble. C'est-à-dire que déjà, on va avoir tous un langage commun. Donc le réseau a un langage commun avec VMware, avec les équipes serveurs, avec les équipes
firewall, avec les équipes sécurité, avec les équipes stockage, avec les équipes open manage si on fait du Dell, peu importe, bref, les équipes cloud et autres. Déjà, on va tous se mettre sur un même piédestal. On parle tous la même langue et on va tous pouvoir participer et collaborer. Donc l'intérêt ici justement, c'est d'avoir en fait, quand on a souvent des spécialistes de chaque branche, on va pouvoir faire en sorte que les spécialistes créent de l'infra as code pour leur partie, mais que du coup d'autres teams qui connaissent moins vont pouvoir s'appuyer sur les standards qui ont été définis pour aller déployer toute une chaîne. Autre point très important, le suivi des changements, le fait que du coup on est dans un VCS. Donc les bonnes pratiques du VCS, c'est je fais une pull request, je commit, je vois ce qui a été fait. Les commits sont attachés au change pour voir justement le diff qu'il y a entre la version A et B. Et donc tout l'historique de mon infrastructure versus la documentation dont j'expliquais tout à l'heure est par nature directement en fait dans la source de vérité. Et autre point important, c'est tout automatiser. Tout ce qui peut être fait à la main, tout ce qui a pu être fait en script, PowerShell, Bash, tout ce que l'on veut, remettre ça en fait toujours dans ce pot commun qui est l'infra as code et faire en sorte que toutes les tâches, même la plus petite tâche humaine, puissent être automatisées. Parce que, bon, sauf si c'est une tâche qu'on fait une fois, mais c'est bien sûr tout ce qui est répétable nécessite et a intérêt d'être automatisé. Et donc c'est ce qui nous amène en fait à Terraform, parce que bien sûr, vous avez compris, je l'ai dit au départ, Terraform c'est si ce n'est le standard de l'infrastructure as code, et c'est justement un peu comment ça fonctionne en termes de vue d'ensemble. Aujourd'hui, chose incroyable, après quasiment 10 ans, on est passé en version 1.0, donc tout le monde l'attendait, ça a été du champagne à couler à flot quand on a annoncé la 1.0, parce que bon, on a fait 0, 11, 12, 13, 14, 15, point 1, point 2, point 3, jusqu'à je ne sais plus point combien. Donc là, ça y est, on a estimé maintenant que la V1.0, c'est stable pour nous. Donc c'est la version en fait définitive de Terraform. Et donc comment fonctionne Terraform? C'est assez simple. C'est d'un côté, on lui donne à manger en fait une description, d'accord, un fichier descriptif. Et lui, ce que va faire Terraform, c'est qu'il va s'assurer en fait de traduire ce fichier de description en action réelle sur toutes les API avec lesquelles il doit discuter. Donc l'intérêt, vous l'avez compris ici, c'est justement d'avoir un seul langage à apprendre et pas 40, et surtout en fait d'automatiser tout ce process-là et de ne pas être expert partout pour pouvoir utiliser justement ces ressources-là. Et donc du coup, comment ça se traduit en workflow un peu? Parce que ce qui est important, c'est ok, donc là on a parlé d'Ops, on a parlé de Dev, on a parlé de serveurs et de network et de sécurité. Et donc c'est justement en fait toujours cette notion chez HashiCorp qui est importante, cette notion de workflow. Donc nous, ce que l'on souhaite mettre en place, notamment dans l'infrastructure as code, c'est que peu importe ce que l'on souhaite déployer, on a toujours un workflow qui est unique et qui est décrit ici, et qui va en fait être la consommation de code qui a été décrit en l'occurrence par les équipes opérationnelles, d'accord, qui va avoir créé les briques modulaires d'infrastructure, qui vont pouvoir être consommées par les développeurs ou les end-users, parce qu'on peut même consommer en fait du Terraform à travers ServiceNow si on veut vraiment rester sur un modèle ITIL clic-clic et formulaire. La sécurité qui intervient dans le workflow pour s'assurer en fait qu'avant que l'on déploie quoi que ce soit, c'est pour ça qu'on est au milieu, on va checker en fait qu'on est en conformité avec les règles de la sécurité. Donc s'assurer qu'on ne va pas déployer en fait la base de données client sur AWS avec une IP publique et sans aucun chiffrement. Sinon après on paye la rançon, comme dirait Nicolas. Donc, ce qui nous amène en fait ici justement à cet espace collaboratif où tout le monde va travailler là. Et donc, même les VMware Ops peuvent être clients des NetOps, parce que les NetOps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer les modules NSXT, parce que je reviens sur la partie NSXT, que les experts VMware ne sont pas foncièrement experts réseau, parce que c'est quand même malgré tout deux mondes différents, et on voit toujours que ceux qui gèrent NSX, c'est souvent les équipes réseau. Donc, ils puissent faire en sorte de collaborer, que eux créent les modules pour tout ce qui est déployer des VM, configurer des serveurs ESX, des vCenter ou autres, voire du VRA, que les NetOps, eux, créent leurs modules et pour la configuration eux-mêmes de NSXT et aussi pour qu'ils soient consommés par les équipes VMware pour aller ajouter, en fait, quand ils déploient une VM, les informations nécessaires, les ressources nécessaires pour NSX. Et ici, la partie SecOps qui vient ici définir, comme je disais, c'est Policy as Code, parce que c'est ça réellement le terme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour VMware? Alors, VMware,
c'est important aussi de le souligner, c'est que Terraform, et d'ailleurs HashiCorp en général, a souvent été toujours flagué comme une entreprise dédiée cloud, et qui disait cloud, disait bah, on va faire que de la WS, du GCP et de l'Azure. Et en fait non, parce que Terraform, il a aujourd'hui plus de 1000 providers, et donc les trois clouds, ça représente trois providers. Enfin un peu plus pour Azure, parce qu'eux ils en ont plein, parce qu'il y a Azure AD, il y a Azure RM, et d'autres Azure Stack Hub, et ainsi de suite, mais globalement c'est trois providers. Tout le reste en fait, c'est là déjà ici, on a déjà 8 qui sont purement dédiés à VMware. vSphere qui est managé par nous, en co-engineering avec VMware. Tous les autres viennent en fait de la communauté et sont maintenus par VMware directement. Donc que ce soit VCD, donc vCloud Director, que ce soit NSXT qui est notre sujet aujourd'hui, ou Wavefront, VRA, j'ai pas mis VRA 7 parce qu'il sert à rien celui-là, VMC, Tanzu et du coup AVI. Donc ce qui est important là-dedans en fait, c'est que du coup, vu qu'on a les providers et que tout est là déjà pour gérer l'écosystème, on va tous pouvoir utiliser un langage identique et on va tous pouvoir faire en sorte de créer des briques modulaires qui vont pouvoir être réutilisées par les différentes équipes et comme je disais, in fine, aux end-users et aux développeurs pour qu'ils aient la possibilité de déployer rapidement ce qu'ils ont à déployer. Parce que c'est ça le but final. Et quand je dis au-delà de déployer, c'est aussi pouvoir détruire, reconstruire, parce que c'est quand même l'intérêt de l'infrastructure as code, c'est de pouvoir répéter autant de fois que nécessaire la création, destruction des environnements, versus je crée des environnements de dev, parce que c'est ça la prod, ça dure longtemps, mais je crée des environnements de dev qui en fait durent 6 mois, alors que réellement je l'ai utilisé une semaine. Mais vu qu'on jamais on décommissionne, enfin c'est rare, c'est là on a, parce que déjà c'est compliqué, parce que du coup on a du mal à ravoir des machines. Là l'intérêt c'est de pouvoir le faire de cette manière. Et donc qu'est-ce que ça apporte à l'équipe NetOps, à l'équipe de réseau? C'est un peu d'agilité et donc faire en sorte que plutôt que potentiellement soit le faire via l'interface, alors j'imagine que très peu de gens font de l'interface sur NSXT, enfin j'espère, soit du Power, alors c'est quoi, c'est Power NSX, quelque chose comme ça, les commandes PowerShell, soit du Python, XSDK, peu importe, bref, chacun va utiliser un peu ce qu'il veut. Tous ces systèmes-là ne sont pas réellement idempotents, c'est juste du scripting et de la manière dont on le fait. Là, ce que l'on va apporter, comme je disais, c'était la possibilité de créer en fait des modules et que ces modules soient réutilisables et surtout compréhensibles de tout le monde et que tout le monde puisse utiliser la même chose. D'intégrer nativement les bonnes pratiques. Donc en fait, ce que va faire en fait l'équipe réseau, elle va devenir producteur de ses propres modules et tout le reste va devenir consommateur. Ils peuvent être consommateurs eux-mêmes de leurs propres modules, notamment sur tout ce qui est configuration des bases de NSXT, mais ils peuvent aussi bien sûr être les producteurs et les consommer d'autres choses. Et donc ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est du coup vu qu'ils automatisent NSXT, qu'ils ont le même langage pour le reste, bah, ils peuvent utiliser la même chose pour aller faire du F5, du Palo Alto, comme je disais, du Cisco ou autre, parce qu'on verra justement qu'on couvre énormément de commandes d'intégration au niveau des plugins qui sont disponibles sur Terraform. Comment ça se présente? Parce que c'est important de montrer un peu le code. Là, je définis et j'appelle en fait mon provider. Bon, jusque-là, je pense que c'est pas très compliqué, hein. On dit son provider, c'est la ressource en fait dans le code HCL pour HashiCorp Configuration Language. Ici, on donne le nom du provider, on dit sur quel host on veut se connecter et quel username et password je vais utiliser. Et bon, SSL, normalement, c'est mieux si on est en false, mais bon, souvent on est en true parce qu'on ne s'embête pas avec les certificats. Donc ça, juste ça, en fait, c'est ce qui va permettre à Terraform de savoir qu'il a besoin de récupérer le provider NSXT et que potentiellement, dans son code qui suit, il va y avoir des ressources liées à NSXT. Là, maintenant, ce que je veux faire, c'est créer une ressource simple, c'est je veux créer un logical switch. Donc, comme je disais, c'est vachement lisible dans le sens où je vois que je veux créer une ressource, c'est marqué là, qu'elle s'appelle NSXT Logical Switch, c'est assez parlant quand même, donc on n'a pas besoin d'être expert pour savoir que c'est un switch logique qu'on veut créer. Ça, on lui donne un nom qui est uniquement utilisé dans Terraform et pas à l'extérieur, parce que le nom qu'on va lui donner est à l'intérieur ici, dans le display name. Et donc, on va configurer, on va dire dans quel état il doit être, la description, quelques tags, et ainsi de suite, pour qu'il soit décrit. Là, ce qui est important, en fait, c'est qu'on a juste une clé, une valeur. Si je devais écrire ça en Python ou en PowerShell ou autre, bah, j'aurais un peu plus de code à faire parce que j'ai la logique en fait d'aller appeler les API que je dois inclure dans mon script. Là, j'ai pas besoin, c'est Terraform qui gère ça pour moi.
Il en va de même, et c'est encore mieux quand on a créé un module. Parce que là, en fait, si je reviens ici, j'ai créé une ressource. Bon, ça c'est bien, mais en général, j'en ai pas qu'une parce que je veux créer plein de choses. En fait, au niveau d'NSX, j'ai des policies, des règles de firewall et ainsi de suite, des choses à créer, même ne serait-ce que l'infrastructure de base, ça ne correspond pas qu'à un seul switch, d'accord? Donc vite, je vais commencer à créer ce que l'on appelle des modules. Et donc ce que je vais présenter au end user sur l'utilisation du module, c'est juste lui dire, voilà, moi en fait, je vais créer 40 ressources. Et pour faire tout ça, j'ai juste besoin que tu appelles ce module, que tu le prennes sur la source, qui est en l'occurrence là, la registry de Terraform Enterprise, que tu donnes quelques infos, parce que j'ai quand même besoin de savoir exactement quel est le nom des choses que je dois créer. Mais derrière, en fait, ce que l'on ne voit pas, c'est que j'ai probablement 200 lignes de code HCL, de description en fait HCL qui correspondent à l'infrastructure que je veux déployer. Mais ce que je montre réellement à l'utilisateur final, c'est ça. Donc lui, il a 5 lignes et ça va lui permettre de déployer son infrastructure. Et ce qui est intéressant, c'est que je reprends ce même module, je le réexécute pour redéployer un autre environnement. Il va se déployer exactement de la même manière, parce que c'est de l'infra as code, c'est idempotent. Donc c'est ça le réel intérêt en fait de NSX, de Terraform pardon. NSX a d'autres intérêts. Qu'est-ce qu'on supporte en termes de ressources? Ça aurait été trop long de les mettre ici. Et donc en fait, comme je disais, vu que c'est maintenu et que ça évolue en fait en fonction des versions de NSX et de ce qui est disponible en termes de features à travers les API de NSX, ça évolue au fur et à mesure et donc on couvre en fait à peu près, je sais pas, on doit bien couvrir plus de 90% en fait des options qu'il y a dans NSX, sachant qu'il y en a qu'on n'utilise pas tous les jours, donc c'est peut-être pour ça qu'elles ne sont pas couvertes. Mais vous pouvez aller sur le lien si on partage la presse, c'est possible, oui. Donc si on partage la presse, il y a le lien qui est ici pour aller voir en fait le provider NSX et qu'est-ce qu'il offre comme source. Et ce qui est important, au-delà des ressources, il y a deux choses importantes qui sont dans Terraform. C'est un, il sait créer des ressources, mais il sait aussi utiliser ce qu'on appelle des data sources, des sources de données. Parce que typiquement, quand on a des choses qui ont déjà été créées ou autres, il va pouvoir aller les lire en tant que source de données et les réutiliser en fait pour aller créer des ressources par rapport à des ID dont on a besoin de retrouver et tout ça. Parce que ce qui est important aussi, c'est de faire en sorte qu'au niveau du code, on n'ait pas des signes cabalistiques au milieu pour d'ID longs comme le bras sur les différents environnements, mais plutôt qu'on puisse utiliser des noms et que ce soit Terraform qui aille retrouver cet ID ensuite pour pouvoir créer son infrastructure. C'est dur après le déjeuner, hein. Avec le soleil dans la tête, il fait chaud, je vois que les yeux se baissent au fur et à mesure. Pourtant j'essaye de parler correctement. Mais bref. Il n'y a pas qu'NSX, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est, alors malheureusement pour VMware, ou heureusement pour VMware, peu importe, parce que de toute façon ils ont AVI aussi, donc c'est bien qu'il y a des nécessités de faire autre chose avec le réseau. On s'intègre avec quasiment tout le monde en fait sur la partie réseau. Ça c'est pas la liste exhaustive, il y en a plein. On va s'intégrer avec des IPAM pour de l'infoblox, on va s'intégrer et des efficient IP par exemple. On va s'intégrer en fait sur toutes les stacks du réseau pour pouvoir justement automatiser et faire en sorte que ce soit le plus smooth possible et que le réseau ne soit plus le vilain petit canard de l'IT. Au-delà de la sécurité bien sûr. Est-ce que c'est tout? Non. En fait, on a Terraform, comme je disais, qui va être très bien dans tout ce qui est Day One Operation. Donc en fait, la configuration d'NSX et éventuellement, quand on déploie des machines, d'aller configurer NSX par rapport aux machines qu'on déploie. Mais c'est aussi intéressant d'avoir en fait la chose d'après qui est le Day 2 Operation. Qu'est-ce qui se passe en fait quand je déploie dynamiquement des nouveaux services au niveau de mon infrastructure, donc cloud ou on-prem, peu importe. J'ai besoin de mettre à jour tout un ensemble de couches réseau, la partie firewall pour ouvrir des ports, la partie load balancing pour ajouter en fait les nouvelles instances dans ces load balancers et autres. Et donc là, on a couplé avec ce petit binaire qui est ici, on a couplé notre solution Consul qui, elle, va dynamiquement enregistrer les nouveaux services et les nouvelles instances de services qui apparaissent sur le réseau, qui pop, et qui du coup, en fait, à travers Consul Terraform Sync, qui est tout le temps connecté avec Consul, va voir que de nouveaux services arrivent, et qu'est-ce qu'il va demander? Il va dire à Terraform, déploie-moi et intègre-moi ces services dans les différents équipements réseau, que bien sûr j'ai défini au préalable, parce qu'il n'y a pas de...
Je sais que c'est à la mode, mais il n'y a pas de AI ML Ops là-dedans. C'est juste basique. Il trouve un nouveau service et il déclenche en fait une action. Pourrait appeler ça comme un orchestrateur. Et donc, il va permettre justement d'aller mettre à jour l'ensemble du système. Ce qui fait que l'on rajoute en fait de la dynamicité à des équipements qui de base n'étaient absolument pas faits pour ça. Parce qu'en général, rajouter des règles dans un firewall, c'est pas très dynamique. Voire ça dure très longtemps. Et donc voilà, pour ça. Et je ne sais pas si je suis allé trop vite ou pas, parce que je ne sais pas du tout le temps que j'ai pris. Non, c'est bon. Voilà, donc s'il y a des questions. J'entends rien avec le chauffage, pardon. Non, non, c'est. Est-ce qu'on peut rajouter des librairies comme, je sais pas, un nouveau produit en dehors de ce que vous offrez? Oui, alors en fait, c'est l'intérêt justement de l'esprit communautaire et collaboratif. Il y a énormément de plugins qui viennent de la communauté. Donc, on fournit en fait, même dans notre doc, comment créer ses propres providers et comment en fait utiliser donc soit du Go, soit du Python, enfin, pour utiliser ses propres Parce que des fois, API. on peut avoir, par exemple, je sais pas, une version NSX où c'est supporté jusqu'à NSXX. Oui, Et puis demain, il y a NSX. Y, ouais. Et puis malencontreusement, ça change tout. On Oui. change les trucs, etc. Et donc, des fois, à attendre que le produit suive ou qu'une communauté suive, c'est assez long. Mhm. Donc, l'idée de pouvoir importer quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est des API qu'on peut importer ou si c'est autre chose, ou s'il faut que ce soit écrit en Python ou autre. Ça, pour les providers, vous pouvez l'écrire à peu de choses près comme vous voulez. Après, nous, on préconise le Go parce que c'est comme ça que nos systèmes sont faits. Mais aujourd'hui, j'ai des clients en fait, qui ont développé leur propre custom provider pour des ressources qu'en fait, il n'y a que eux qui ont. Donc, c'est leur propre API de DNS parce qu'ils utilisent un DNS XY. Ils avaient besoin de créer leur propre custom provider, ils l'ont fait. Un grand cloud français a aussi décidé d'utiliser en fait Terraform pour builder son propre provider. Et c'est ce qu'ils utilisent en fait en interne pour déployer leurs propres ressources en interne. Alors, Donc, écrire complètement sa ressource, c'est une possibilité. Importer une ressource qui ne soit pas obligatoirement Terraform, est-ce qu'on peut avoir des formats? On peut par exemple aller chez VMware, il y a des SDK, etc. Est-ce que des API, des SDK de... en fait, nous, on se base tous sur les SDK. Ok. Tout est basé sur les SDK. Donc là, en l'occurrence, on utilise les SDK Go de VMware pour parler avec... Pour ajouter le dernier Oui. SDK. Oui. Et puis, Oui, oui, tout à fait. Voilà. En fait, si vous voulez aller plus vite que la communauté parce que vous avez une contrainte, rien ne vous empêche de le faire. Après, ce qu'on demande ou ce qu'on propose en général, c'est on fait une petite PR, une pull request, parce que vous avez fait un change, et c'est bien que la communauté puisse en profiter. Après, si vous voulez pas et que ce soit juste un fork à vous et que vous gardez ça en interne, aussi, vous avez le droit de le faire, c'est pas interdit. le langage, c'est du YAML? Non, c'est HCL. C'est pas du YAML, ça se rapproche du JSON. Oui, c'est l'heure, je dois arrêter. Allez. Merci.